Calvo va exceller dans la représentation animale, mais pas seulement dans la représentation animale telle que Rabier, par exemple, ou Loriot ont pu le faire, mais dans la représentation animale satirique ou fabuliste. C'est-à-dire que l'animal incarne l'être humain ou des caractères spécifiques de l'être humain. On va donc anthropomorphiser les animaux, les habiller comme des hommes ou leur donner des postures humaines. Ici, on voit que Calvo travaille avec beaucoup d'attention sur la figure animalière, par exemple ici le singe, l'écureuil. On a une déclinaison donc des figures et du moindre mouvement. Je le rappelle, Calvo est un fin observateur et je dirais de l'intérieur du corps des animaux. C'est un très bon sculpteur, il comprend ce que c'est qu'un corps, comment un corps marche. De même que quand il va dessiner une voiture, il comprend comment une voiture marche, comment se fait la dynamique même de la machine. Et il comprend la machine du corps humain comme il comprend la machine du corps animal. Et donc il étudie avec soin le corps animal. C'est une première chose. Il l'étudie parce qu'il veut lui donner de la vie, du mouvement. Et il est marqué en cela sans doute par les films de Walt Disney qui sont montrés dans les années 30 et qui montrent à quel point le dessin animé peut donner vie et sens à la figure de l'animal ou à une narration d'une manière particulièrement vive, d'une manière particulièrement forte. Et pour Calvo, eh bien, le défi, c'est de faire en une image ce que Walt Disney fait avec plusieurs plans. Donc, il va travailler cette figure animalière et il va s'appuyer aussi sur un grand caricaturiste qui s'est spécialisé dans la caricature de la société sous des figures animalières, qui s'appelle Granville. Jean-Jacques Granville va raconter une société caricaturée, par exemple dans des ouvrages qu'il appelle scène de la vie privée et publique des animaux. Eh bien, Calvo voudra réaliser Grandeur et décadence du monde animal, par exemple, qu'on ne verra pas, qu'il ne fera pas, mais il y travaillait. Et les images de Granville sont cependant plus statiques, même si elles restent très belles et impressionnantes, elles sont plus statiques que les images de Calvo. Calvo donc rajoute dans ces images une dynamique qu'on retrouve dans la caricature de la fin du XIXe siècle, parce que celle-ci est marquée non seulement par le monde du théâtre, mais par le monde du cinéma, par le monde du jeu optique, de la force de la lumière, des figures superposées, de la fantasmagorie. Donc il va avoir la possibilité d'avoir plus de force d'évocation de la vie au sein même de ces images. Et c'est en cela qu'il reste un fabuliste ou qu'il excelle à la fable animalière, non pas à la bande dessinée animalière en tant que telle, mais vraiment la fable, c'est-à-dire d'utiliser le monde des animaux pour raconter une histoire humaine et la raconter avec un regard de moraliste. Lorsque Calvo se lance dans la bande dessinée, au contraire de ce qu'il fera dans les œuvres qu'il a lui-même illustrées, à commencer par son abécédaire Monsieur Loyal ou par le Croque-Mulot par exemple, il va s'intéresser énormément à la technique du noir et blanc. Et comme je le disais en ce qui concernait son imitation ou son regard sur l'œuvre de Gustave Doré, il va travailler l'image et le dessin comme un sculpteur, comme un graveur. Ici, nous avons de très beaux exemples de comment Calvo crée une dynamique, une force et une lumière ou des coins d'ombre à l'intérieur même de ses dessins. Tout d'abord, c'est quelqu'un qui ne fait les contours quand il en fait qu'à la fin. Mais très souvent, tout son travail, c'est un travail minutieux de petites hachures qui vont donner la force du relief. Et vous voyez que plus il espace les hachures et plus on a l'impression d'un monde plus calme, et plus serein. Tandis que quand il rapproche les hachures,
toujours, il crée donc cet effet d'obscurité, ces effets d'ombre, à la manière d'un graveur, toujours, et on peut arriver à des grandes hachures. C'est un travail extrêmement méticuleux. On comprend qu'il était un très grand travailleur qui passait des heures sur les planches, et vous voyez à quel point il arrive à restituer une dynamique à l'intérieur même des figures qu'il veut représenter, qu'elles soient des figures d'animaux ou des figures de nature ou de machines. Et parce qu'il sait jongler avec cet univers de la lumière et de l'obscurité, parce que c'est un sculpteur qui voit exactement où intervient le contour d'un corps pour lui donner de la force et du mouvement, il va rendre ses illustrations particulièrement remarquables. Ici, par exemple, une petite reprise de la fable du renard, du corbeau et du renard, que l'on voit, qui est très amusant. Donc Calvo s'appuie très souvent à l'intérieur de ses récits, puisque Patamousse, il en a composé lui-même le texte. Il s'appuie très souvent sur des références culturelles connues non seulement des jeunes, mais aussi des jeunes qui apprennent ça à l'école, mais également des adultes. Le monde qu'il représente est un monde cruel, c'est un monde très dur, et cependant on a l'impression que c'est un monde qui nous fait sourire. Mais c'est un monde inquiétant, parce que Calvo n'est pas quelqu'un pour qui l'ombre serait gratuite. L'ombre, elle existe dans le monde, elle existe dans les êtres, et c'est ce qu'il va montrer dans son maniement du noir et blanc. Il est un virtuose à ce titre, parce qu'il sculpte ses figures en noir et blanc avec une patience infinie, une intensité pour nous restituer la vérité d'un moment, l'angoisse d'un décor, la brutalité ou le côté très aérien, par contre, d'une situation. Il sait, par exemple, représenter la chute d'un corps, le côté vertigineux. Il a le sens de la vue vertigineuse. On l'a vu déjà pour son talent en tant que maître des perspectives, puisqu'on a vu dans les planches publicitaires, par exemple, qu'il faisait, comme il savait extrêmement bien donner des impressions de profondeur. En cela même, c'est un sculpteur. Mais en sculptant, il délimite également des espaces de dynamique à l'intérieur desquels se crée finalement toute une narration de l'objet en mouvement ou de l'animal ou de l'être en mouvement. Il inscrit cela toujours dans des cases ou dans des cercles, mais il lui arrive aussi, et pas rarement, quand il veut justement élargir son propos, de ne plus avoir recours aux cercles et aux cases, mais d'utiliser une page entière, tel un peintre en fait qui se déploierait sur tout un écran, sur toute une toile. Un aspect intéressant chez Calvo, qu'on retrouvera dans ses bandes dessinées aussi, c'est ses références à de grands peintres du Moyen-Âge qui ont été les peintres des foules, les peintres du grotesque, les peintres du désordre. Calvo fait incarner par nombre de ses personnages des figures du désordre. On l'a vu, c'est quelqu'un qui s'inspire facilement des images de Gustave Doré, des dynamiques du dessin de Gustave Doré, ses foules en mouvement, mais il s'inspire aussi de la peinture médiévale, de Bosch par exemple, et on voit ici une atmosphère de fête au village. Et là où on a le côté très contemporain et l'humour de Calvo, c'est que sur cette image par exemple, qui figure dans la série de Moustache et Trottinette, les aventures de Moustache et Trottinette au Far West, eh bien il a rajouté un petit titre qui ne passera pas inaperçu d'ailleurs pour des artistes qui le liront, le Bituring Club Saloon. Voilà l'humour de Calvo par exemple, qui s'incarne dans une façon de représenter d'une façon très grande, très monumentale, une enseigne de café sur une façade de maison, le Bituring Club Saloon. On voit réapparaître le lettreur et le publicitaire, et on voit en même temps chez Calvo un sens de l'humour qui ne cesse d'être un humour souvent noir, mais qui ne cesse de nous rappeler que la vie
a raison de tout, que la vie et l'humour est nécessaire parce que la vie a raison de tout et parce que on a malgré tout des sources d'inquiétude dans la vie. Et ces désordres, ces sociétés en désordre, ces situations tout à fait rocambolesques, chaotiques, qu'il aime représenter, elles peuvent aussi toucher un ordre apparent de la société. Par exemple, Calvo reprend ce qu'on a vu tout à l'heure chez l'illustrateur de presse Robida. Il reprend ces figures de tableaux de société où toute une société, avec chacun dans ses fonctions, parfaitement identifiées, se retrouve montrée comme ça en bandeau à l'horizontale, telle une procession, telle une scène, une fresque picturale. On a vraiment le sentiment qu'il nous présente toutes les composantes de la société, du village où se trouve cette scène. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouvera ces scènes, par exemple, dans des Lucky Luke de Maurice. On retrouve également ces scènes chez Uderzo. Uderzo qui a toujours reconnu et revendiqué l'héritage et ce qu'il doit à Edmond François Calvo. Autre aspect intéressant, toujours dans les figures animalières, c'est le comique animalier grotesque et en même temps la parfaite connaissance de l'anatomie de l'animal. Vous voyez ici le prédécesseur du Jolly Jumper de Maurice, qui est ici montré dans toutes sortes de situations, et cette figure de cheval parfaitement élastique, parfaitement fort et dynamique a été certainement une source d'inspiration pour de nombreux auteurs.